qui devrait se connecter. Oui, Rémi arrive. Il m'a écrit là. Moi, je vous disais, j'ai encore mon examen de permis bateau à terminer. Et du coup, je vais être à l'écoute, mais pas tout le temps. Donc, je vais essayer de faire mon mieux, mais malheureusement, je suis dans les mains de la garde-côte. Là, ils sont vraiment pas très sympas. Donc, je fais mon possible, mais, mais voilà, c'est pas donné que je sois tout le temps là à disposition pour répondre aux questions, etc. Du coup, faites comme si moi, j'étais pas tellement là, s'il vous plaît. Ok. Je suis désolé de tout ça, Hyacinthe. Il m'avait mis cet examen la semaine dernière et là, ils me l'ont renvoyé. Enfin, c'est des choses qui dépendent de la météo. Et donc, j'étais obligé d'être là. Alors, ça, On peut commencer? Allô? Allô? Hyacinthe, peut-être on attend que Rémi se connecte. Il m'a dit qu'il est en train de se connecter. Il est au Congo. Donc, mais il m'a dit D'accord. qu'il a la connexion et que tout marche. Donc, on attend 5 minutes et il devrait nous rejoindre. Il n'y a pas de souci, ça marche. Merci Hyacinthe. Excuse-nous. Moi, j'ai eu cette histoire qui est sortie un peu à la dernière seconde et qui est pas vraiment sympathique, mais c'est la police. Du coup, voilà. J'ai trop. Oui, Ariel, dis-moi. Le prof dit qu'il a un problème. Il essaie de se connecter, mais il a un problème. Est-ce qu'on ne peut pas commencer comme ça? Il nous rejoint
dès qu'il parvient à se connecter. Et, je peux alors moi-même présenter rapidement Hyacinthe parce que j'ai Oui, 5 minutes là. Donc, Hyacinthe Blais est le superviseur de notre équipe de recherche en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays dans lequel nous travaillons depuis 2016. Hyacinthe nous a rejoint pour notre dernière enquête. Donc, il est devenu superviseur pour couvrir l'élection de 2025. Et il va nous présenter une toute première esquisse vraiment de ce qui a pu sortir de notre enquête que nous venons de mener au Côte d'Ivoire, en sachant que l'enquête n'est pas encore finie. Nous avons récemment fait les dernières missions après le vote, mais il y a encore toute une partie de révision des données qui doit être faite. Et donc, pour l'instant, les travails, la présentation du Dr. Blay se base vraiment sur une première idée des données qu'il a pu avoir en étant d'ailleurs lui aussi, outre être superviseur, il a aussi travaillé comme chercheur pour cette enquête. Donc, il a lui aussi travaillé sur un terrain de mission comme les autres chercheurs de l'équipe. Je laisse la parole au Dr. Blay, en le remerciant vraiment pour aujourd'hui, pour être là et pour avoir aussi accepté de changer de date parce qu'il y a des problèmes de date, etc. Donc, merci Hyacinthe, à toi la parole. Merci, Pietro. Je salue tous ceux qui sont présents dans la salle et nous espérons que le professeur va nous rejoindre sous peu par la magie de la technologie. Effectivement, il vient de nous rejoindre là. il est déjà là? Oui, Ben oui. Ah, Donc, bonne, oui, je vous ai. bonne arrivée, Voilà, professeur. bonne arrivée, merci. Ouais. Voilà, donc Donc, moi je suis en Afrique, hein. Donc vous savez les problèmes qu'il y a avec les réseaux, hein. c'est Donc on ça. va Allô? tester. Ben Ouais. justement, je venais de parler. Allô? On s'entend? Professeur, on a un peu de mal à vous entendre. Je pense que non. OK? On n'a rien entendu, professeur. Je ne sais pas ce que vous venez de nous dire, mais on n'a rien entendu. Ça avait un peu coupé. Non, je disais, comme je suis en Afrique, je suis en Afrique, pas en général, je suis au Congo, hein? Donc déjà, vous avez vu que j'ai eu du mal à me connecter. Donc, vous faites comme si j'étais pas là. Si ça déconnecte, vous continuez parce que sinon, on aura des problèmes. Donc, moi, je vais suivre au fur et à mesure et puis voilà. Donc, merci beaucoup, Hyacinthe. Là, à Ouais. partir de maintenant, je me tais. Donc, D'accord. ne vous occupez pas de moi, de mes problèmes. Allez. Oui, d'accord. Ok, Merci, professeur. Mm. Merci. Je pense que Pietro m'a déjà présenté, donc on va aller tout droit au but. C'est pourquoi nous sommes là. On va essayer de rendre un tant soit peu le travail que nous sommes en train d'élaborer. Toutefois, on va faire d'abord un rétrospectif à la chose, comme on appelle, aux élections de 2020, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, en introduction, on va y aller. On a dit qu'on a essayé de situer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un État de l'Afrique de l'Ouest qui est donc devenu indépendant en 1960 et a connu une trajectoire politique contrastée qui est donc marquée par une alternance de stabilité relative et de profondes turbulences. Elle a été longtemps présentée comme un modèle de stabilité sous l'ère du président fondateur, Félix Houphouët-Boigny, qui a donc gouverné de 60 jusqu'à 1993. Cette nation s'est progressivement donc enfoncée
à partir des années 90 dans une série de fractures politiques, identitaires et sociales. Celles-ci ont donc culminé avec la crise politico-militaire de 2002 à 2011, suivie d'élections présidentielles récurrentes, souvent qui sont conflictuelles et parfois violentes, qui ont durablement affecté le tissu social et la confiance citoyenne dans les institutions électorales. Depuis donc plus de 3 décennies, la vie politique ivoirienne s'articule autour de figures devenues quasi permanentes, dont les trajectoires personnelles, les alliances mouvantes et les antagonismes ont donc structuré l'imaginaire politique national. 3 acteurs, dis-je, dominent ainsi brutalement et durablement le champ politique. Il s'agit d'Alassane Dramane Ouattara, alias Ado, souvent présenté comme l'économiste ou le technocrate, ancien Premier ministre et ex-gouverneur de la BCEAO, accède à la magistrature suprême en 2011. Longtemps donc contesté sur la question de son éligibilité dans un contexte marqué par l'idéologie de l'ivoirité, il a progressivement construit sa légitimité autour d'un discours axé sur la modernisation économique, la croissance et les grands projets d'infrastructure. Henri Konan Bédié, qualifié de phénix ou de sage, président de la République de 93 à 99 et héritier politique du PDCI-RDA, le parti historique, il demeure donc une figure centrale du jeu politique. Artisan de l'ivoirité dans les années 90, concept qui contribua à l'exclusion politique de Ouattara, il a alterné phase d'opposition, alliances stratégiques et tentatives répétées de reconquête du pouvoir, incarnant à la fois la continuité et l'ambiguïté de l'héritage fouettiste. Laurent Gbagbo, enfin, surnommé l'homme du peuple ou le résistant, fondateur du Front populaire ivoirien et président de 2000 à 2010, symbolise ici une opposition longtemps présentée comme démocratique, puis un pouvoir âprement contesté. La crise post-électorale de 2010-2011, qui va donc s'achever dans une violence extrême avec près de 3000 morts, conduisit à son arrestation et à son transfèrement à la Cour suprême, à la Cour pénale internationale. Son acquittement et son retour en Côte d'Ivoire en 2021 l'ont replacé au cœur donc du jeu politique national. Il faut dire que les cycles électoraux récents révèlent donc une remarquable récurrence des tensions et des acteurs. L'élection présidentielle de 2010, repoussée à 6 reprises, déboucha sur une victoire contestée d'Alassane face à Laurent Gbagbo et sur une crise post-électorale d'une ampleur inédite. Celle de 2015, marquée par le boycott du FPI et légitimée politiquement par Henri Konan Bédié à travers l'appel de Daoukro, consacra donc la réélection de Ouattara dans un contexte de croissance économique soutenue, mais la fragmentation de l'opposition. Le scrutin de 2020, quant à lui, a paru comme une troublante répétition du scénario de 2010. Les mêmes figures dominaient l'espace politique, tandis que la question du 3e mandat présidentiel cristallisait les tensions. Perçue par l'opposition comme un coup de force constitutionnel, cette élection s'est déroulée dans un climat de forte crispation sociale et politique. C'est dans cette continuité conflictuelle que s'inscrit l'élection présidentielle de 2025, présentée à la fois comme une possible phase de transition et comme un moment de grande incertitude. Elle intervient alors qu'Alassane Ouattara, après 14 ans
14 années au pouvoir, semble entrer dans une phase que l'on pourrait qualifier de zombification politique. Une présence toujours structurante dans le champ politique, mais perçue comme affaiblie, distante et de plus en plus contestée par une opposition recomposée et par un électorat en profonde mutation. Cette communication se propose ainsi de décrypter les intrigues de ce scrutin à partir d'enquêtes de terrain diversifiés, en analysant les stratégies des acteurs politiques, les dynamiques sociales sous-jacentes et les modalités de réception du processus électoral par les populations. Il s'agira en définitive de comprendre comment se reconfigure le pouvoir politique en Côte d'Ivoire à l'aube de cette échéance décisive entre continuité, rupture et incertitude. Cependant, on doit déjà partir d'abord de l'élection présidentielle de 2020, qui est donc une répétition de scénarios et donc avec ses différents sous-intrigues. L'élection présidentielle d'octobre 2020 constitue un moment de cristallisation des tensions politiques qui se sont accumulées, j'allais dire, depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Elle s'inscrit donc dans une dynamique de répétition, tant par la persistance des mêmes acteurs que par la réactivation de mécanismes conflictuels déjà observés une décennie plus tôt. L'intrigue principale du scrutin repose ainsi sur la reconduction d'un face-à-face symbolique entre les figures dominantes du champ politique ivoirien dans un contexte juridique et institutionnel profondément remodelé, mais toujours contesté. En un, on a la reconduction d'Alassane Ouattara, un coup de force constitutionnel. C'est la question que tout le monde se pose à cet instant-là. La décision d'Alassane de briguer un troisième mandat présidentiel a constitué donc cet élément déclencheur central de la crise électorale de 2020. Cette candidature perçue comme l'opposition, comme une rupture grave avec l'esprit de la Constitution, s'est construite donc à partir de plusieurs facteurs convergents. En premier lieu, la réforme constitutionnelle de 2016, présentée comme l'acte fondateur de la Troisième République, a profondément modifié l'architecture institutionnelle de l'État. Si elle introduisait un mandat présidentiel de 5 ans et la fonction de vice-président, elle avait surtout pour effet politique donc j'allais dire, réinitialiser le compteur des mandats. Cette disposition a permis au pouvoir en place de soutenir une interprétation juridique favorable donc à la candidature de Ouattara, tout en suscitant une vive controverse au sein de l'opposition et de la société civile. En second lieu, les querelles persistantes autour donc de la commission électorale indépendante, en abrégé CEI, ont contribué à installer donc un climat de défiance avant même l'ouverture du scrutin. Accusée par l'opposition d'être inféodée au pouvoir exécutif, la CEI est apparue comme un acteur central de la conflictualité électorale, remettant en cause la crédibilité et la transparence du processus. Un troisième élément décisif fut le décès soudain d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre et candidat désigné du RHDP en juillet 2020. Sa disparition a bouleversé les équilibres internes du camp présidentiel et a même créé un vide politique majeur.
Face à cette situation imprévue, Alassane Ouattara donc, a été officiellement, entre guillemets, appelé donc, par son parti à reprendre le flambeau, transformant une candidature initialement présentée comme exceptionnelle en une nécessité politique. Enfin, cet appel, je dis bien un appel entre griffes, parce que nous avons tous vu, il dit que c'est son parti qui l'a rappelé pour comment on appelle, pour un cas de force majeure. Donc, à cet appel, donc, s'est matérialisé, j'allais dire, un vaste mouvement de mobilisation en faveur du troisième mandat. Des cadres du RHDP, des leaders religieux et des autorités traditionnelles ont activement participé à une campagne de légitimation présentant Ouattara comme le garant de la stabilité politique et de la continuité économique face au péril supposé du retour des anciens régimes. Ce discours sécuritaire et développementiste a contribué donc à polariser davantage le débat public. En deuxième point, sous-point, nous avons parlé du spectre du retour, toujours les sous-intrigues, du retour du résistant ou de l'homme du peuple, Laurent Gbagbo. Bien que physiquement absent du scrutin, Laurent Gbagbo a constitué l'une des figures les plus déterminantes de l'élection de 2020. Acquitté par la Cour pénale internationale en 2019, son retour imminent en Côte d'Ivoire alimentait espoir, craintes et stratégies concurrentes. D'une part, l'annonce de son acquittement a favorisé une remobilisation progressive du Front populaire ivoirien. Je vais parler de sa branche, donc de la tendance pro-Gbagbo. C'est elle qui se remotive. Parce que de l'autre côté, nous avions déjà en présence Afi N'Guessan, qui représente donc, j'allais dire, la fraction légale et légaliste, ouais, selon qu'on porte un jugement. Donc, après plusieurs années de division interne et de boycott électoral, ces partisans ont retrouvé une visibilité politique à travers l'organisation de meetings, de rassemblements populaires et ce qu'on appelle de la renaissance des parlements et agora. Ce sont donc des lieux publics où des opposants viennent donc s'exprimer sur tout ce qui est situation politique de la Côte d'Ivoire. Réclamant donc le retour de Gbagbo au pays et son droit à la candidature. D'autre part, le pouvoir a mis en œuvre une série de blocages juridiques destinés donc à empêcher toute participation effective de Gbagbo au scrutin. Des condamnations judiciaires prononcées par contumace ont servi de base légale à son exclusion, tandis que ses soutiens engageaient des négociations autour d'une éventuelle amnistie et de la levée des obstacles judiciaires. Le report de son retour à l'après-élection a renforcé le sentiment d'injustice et a servi de puissant levier de mobilisation symbolique pour l'opposition. Le troisième personnage, c'est Henri Konan Bédié, le retour du phénix et la quête de la reconquête du pouvoir. Henri Konan Bédié a occupé une place centrale dans l'opposition au troisième mandat, percevant la candidature d'Alassane Ouattara comme une trahison de l'alliance politique qui avait donné naissance au RHDP. La rupture avec la coalition au pouvoir a marqué un tournant stratégique majeur pour le PDCI. En se retirant donc du RHDP, Bédié s'est donc repositionné comme le principal porte-voix de la lutte contre ce qu'il qualifiait de troisième mandat anticonstitutionnel, cherchant à incarner une alternative crédible et légitime. Dans cette dynamique, il a tenté de fédérer une large coalition d'opposition appelant à un boycott actif du scrutin et à la désobéissance civile. La formation d'un front commun avec le FPI, notamment la faction dirigée par Afi N'Guessan, malgré des antagonismes historiques profonds,
témoigne de cette volonté de recomposition stratégique. Toutefois, cette alliance fragile s'est donc heurtée à la fidélité persistante d'une partie de l'électorat du PDCI à l'alliance avec Ouattara, limitant la portée à la mobilisation. En quatrième point, nous avons parlé aussi, concernant ces sous-intrigues, les autres candidats qui représentent donc des figures marginalisées avec des exclusions politiques. Le scrutin de 2020 a également révélé les difficultés d'émergence d'une nouvelle génération politique. Certaines candidatures ont tenté d'incarner une voie alternative, mais ont été marginalisées ou instrumentalisées dans un contexte fortement polarisé. Il s'agit de Kwadjo Konambertin, dit Kakabe, ancien cadre du PDCI, s'est présenté comme un candidat modéré, refusant le boycott et appelant à une participation électorale qu'il jugeait nécessaire pour préserver les acquis démocratiques. Toutefois, sa candidature a été perçue par une partie de l'opposition comme un facteur de division du camp anti-Ouattara. Par ailleurs, le rejet massif de dossiers de candidature par la CEI, parmi lesquels celui de Guillaume Soro, ancien chef rebelle et ancien président de l'Assemblée nationale, a renforcé l'idée d'un processus électoral verrouillé. Ces exclusions ont alimenté le discours d'une élection jouée d'avance et ont justifié aux yeux de l'opposition la stratégie du boycott. Au terme d'un scrutin marqué par une abstention massive, notamment dans les bastions de l'opposition, et par des violences pré- et post-électorales ayant fait plusieurs dizaines de morts, Alassane Ouattara a été donc réélu sans surprise avec un score officiel de 94,27%, score que certains ont qualifié de soviétique. L'élection de 2020 a ainsi laissé derrière elle un pays profondément divisé, où la répétition du scénario électoral conflictuel semble avoir renforcé les lignes de fracture plutôt que de les résorber. En grand deux, j'allais dire, l'élection présidentielle de 2025, à proprement parler. On pourrait mettre l'élection présidentielle de 2025, 2 points, la zombification du technocrate et les nouveaux défis. Cette élection de 2025, donc, s'annonce comme un moment charnière de la vie politique ivoirienne. Elle intervient dans un contexte où la domination jusque-là quasi hégémonique d'Alassane Ouattara semble s'éroder sans pour autant disparaître. L'intrigue principale de ce scrutin repose sur une configuration paradoxale. Un pouvoir que l'on peut qualifier de zombifié, c'est-à-dire toujours présent et structurant sur le plan institutionnel, mais politiquement affaibli, en déficit de projets mobilisateurs et de plus en plus déconnecté des attentes sociales. Face à lui, des oppositions multiples, fragmentées mais dynamiques, cherchant à incarner le changement et à capter une demande sociale de renouveau longtemps contenue. En petit 1, comme j'allais dire, sous intrigue, le jeu des candidatures et de leur rejet. 2 points, la loi comme arme politique. La phase préélectorale de 2025 a été dominée par une judiciarisation extrême de la compétition politique. Plus que jamais, la loi et les procédures institutionnelles sont apparues comme des instruments centraux de sélection, voire d'exclusion, des acteurs jugés menaçants pour l'ordre politique établi. D'un côté, le pouvoir en place s'est appuyé sur l'appareil judiciaire et sur les règles de fonctionnement de la commission électorale indépendante CEI pour invalider plusieurs candidatures de premier plan. Les dossiers de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro
et de Tidiane Thiam ont été rejetés au motif donc de condamnation judiciaire, de contentieux non purgés ou de vices de forme administrative. Si ces décisions s'inscrivent formellement dans le cadre légal, leur accumulation a renforcé au sein de l'opinion publique l'impression d'un processus électoral verrouillé où la force de ceux qui ont la loi l'emporte sur la logique du pluralisme démocratique. D'un autre côté, la CEI est redevenue un foyer majeur de tension. Malgré certains ajustements opérés depuis les scrutins précédents, sa composition, dis-je, et ses modalités de fonctionnement continuent d'être vigoureusement contestées par l'opposition, qui lui dénie toute impartialité. Cette défiance persistante a contribué à fragiliser la crédibilité du processus électoral et a nourri une atmosphère de suspicion généralisée avant même l'ouverture officielle de la campagne. En deux, les figures charismatiques des hommes du peuple, entre guillemets, deux points, captaient donc le désir de changement. Face donc à un pouvoir perçu comme technocratique, vertical et distant, plusieurs figures politiques ont cherché à se positionner comme des hommes ou femmes du peuple, capables d'exprimer et de canaliser le désir de changement d'une large frange de la population. La campagne de 2025 a ainsi vu émerger une rhétorique de l'Ivoirien nouveau, portée notamment par des leaders plus jeunes ou en rupture avec les partis traditionnels. Cette rhétorique s'adresse prioritairement à une jeunesse urbaine confrontée au chômage, à la précarité et à la saturation du discours développementiste. En exploitant donc la lassitude vis-à-vis des figures historiques de la scène politique, ces candidats ont promu une rupture avec les pratiques du passé, tout en valorisant des thématiques de gouvernance éthique et de proximité sociale. Dans cette dynamique, plusieurs personnalités ont cristallisé les attentes populaires autour de la moralisation de la vie politique, de la justice sociale et de la réduction des inégalités qui demeurent en Côte d'Ivoire. Des acteurs comme Assalé Thiomoko, journaliste devenu homme politique, Don Melo, ancien ministre, fidèle compagnon, l'un des fidèles compagnons de Laurent Gbagbo au PPACI, ou encore Simone Gbagbo, ancienne première dame et figure politique autonome, ont tenté donc de capter ce capital symbolique du changement. Leur discours, souvent incisif, s'est appuyé sur une critique frontale du système en place, tout en cherchant à se démarquer des logiques de violence qui ont marqué les cycles électoraux précédents. En troisième point, comme sous intrigues, le non-dit du tribalisme, qui est donc une obéissance volontaire ignorée. Derrière les discours officiels et les programmes politiques, la ligne de fracture ethnique et régionale demeure un élément structurant du comportement électoral, bien que rarement assumé publiquement. Cette dimension constitue l'un des non-dits majeurs de l'élection de 2025. Dans de nombreuses régions, notamment celles couvertes par nos enquêtes de terrain, le vote reste fortement influencé par des solidarités communautaires, des appartenances régionales et les recommandations de chefs traditionnels ou religieux. Cette forme d'obéissance volontaire, souvent intériorisée par les électeurs, continue de jouer un rôle décisif dans l'orientation des suffrages, indépendamment des programmes ou des idéologies affichées. Pourtant, ce ressort identitaire demeure largement tabou dans le discours public. Si les appareils politiques intègrent implicitement ces logiques dans leur stratégie électorale,
La communication officielle donc des candidats privilégie une rhétorique nationaliste et inclusive, mettant en avant donc des projets de société globaux. Ce décalage entre pratiques réelles et discours affichés participe finalement à entretenir donc une forme d'hypocrisie politique tout en masquant les mécanismes profonds de la mobilisation électorale. Pour rendre tout cela, nous avons donc observé, j'allais dire, suivi une méthodologie de l'enquête. Cette méthodologie, on pourrait la qualifier d'une approche multisite et pluridimensionnelle, j'allais dire. Donc, méthodologie de l'enquête, une approche multisite et pluridimensionnelle. Afin de saisir la complexité des dynamiques politiques, sociales et électorales à l'œuvre lors de l'élection présidentielle de 2025, cette recherche s'appuie sur une enquête de terrain conduite sur l'ensemble de la période électorale. L'option méthodologique retenue est celle d'une approche multisite permettant de croiser les contextes géographiques, sociaux et politiques et d'éviter toute lecture homogénéisante du comportement électoral ivoirien. Petit 1 donc, un dispositif spatial diversifié. Le terrain d'enquête a été donc structuré autour de 6 grands ensembles géographiques et sociaux, couvrant à la fois des espaces urbains, périurbains et ruraux, ainsi que des zones à forte densité politique et identitaire. Le premier terrain que moi-même j'ai conduit, que je cite ici, je suis blé donc, à Bingerville. Bingerville, donc, c'est une banlieue résidentielle et historique d'Abidjan. C'est une ville donc caractérisée par une population relativement stable et politisée. Il y a le terrain du collègue Ayemou, qui est donc au Bonois, qui est une zone du sud-est, un fief historique d'une communauté spécifique. Les Abourés, donc. Ce site permet d'observer les mécanismes du vote communautaire et le rôle structurant des élites locales dans l'orientation des choix électoraux. Il y a celui du collègue Adoubi, Yopougon, les sous-quartiers de Trois-Rouges, nouveau quartier Selmer et Ouassakara. Et Yopougon, donc, est une commune populaire emblématique d'Abidjan. Ce terrain est particulièrement pertinent pour analyser les effets de la réconciliation post-crise, les formes de politisation populaire et les recompositions sociales dans les quartiers à forte densité. Adoubi a eu à faire un deuxième terrain qui est Boaké, fief donc du RHDP. Oulaï a aussi utilisé le fief de Yopougon. Yopougon, quartier en Anneray, Maroc, Jesco et Port-Baudeux. Ces zones d'habitat mixtes, combinant classe populaire et moyenne, offrent un observatoire privilégié de la diversité des opinions politiques dans des espaces urbains denses et fortement politisés. Il y a celui de Wanda Daniel, à Bobo, qui est une commune populaire du nord d'Abidjan, historiquement très politisée et souvent au cœur de mobilisations électorales. Ce fief-là, on pourrait l'attribuer au RHDP, donc à Alassane Ouattara. Soubré, c'est le deuxième terrain de Wanda, dans l'ouest forestier, zone de forte production cacaoyère, permettant donc d'appréhender les recrutements électoraux en milieu rural et dans les régions économiquement stratégiques. Il y a le terrain de Dr Méné, notre regretté, qui nous a laissé en cours de chemin. Yopougon aussi. Il faut dire que Yopougon, c'est vraiment la commune la plus grande et la plus peuplée de la Côte d'Ivoire. Donc Yopougon, Niangon était donc son terrain. Et à Beauville,
notamment le village de Mucho. Ce sont donc des espaces semi-ruraux et ruraux, offrant donc un contraste avec les dynamiques strictement urbaines et permettant d'analyser les continuités et ruptures entre ville et campagne. Cette répartition spatiale permet ainsi de découvrir les comportements électoraux des communautés d'Abidjan Nord, Sud, du centre et centre-ouest, tout en intégrant des zones rurales et semi-rurales, souvent sous-représentées dans les analyses électorales. Des méthodes qualitatives combinées. Sur le plan méthodologique, l'enquête repose sur une combinaison de méthodes qualitatives adaptées à l'État, à l'étude des pratiques politiques ordinaires et des représentations sociales du pouvoir. Elle mobilise donc d'une part des observations participantes réalisées lors de meetings politiques, de rassemblements publics, mais également dans le cadre de la vie quotidienne des quartiers observés. Des quartiers et communes observées, j'allais dire. Cette immersion prolongée a permis de saisir les interactions informelles, les discours ordinaires et les formes non institutionnelles de politisation. D'autre part, des entretiens semi-directs ont été conduits auprès d'habitants, de militants politiques, de responsables locaux de partis, de chefs communautaires et d'observateurs du processus électoral. Ces entretiens ont permis de recueillir des récits situés, de comprendre les logiques d'adhésion ou de rejet des candidats, ainsi que les perceptions locales de la légitimité électorale. Enfin, l'enquête s'est appuyée sur une analyse des discours médiatiques et des réseaux sociaux, afin de saisir les circulations de récits politiques, les stratégies de communication des acteurs et la réception populaire des événements électoraux, notamment dans les espaces numériques devenus centraux dans la fabrique de l'opinion. En grand 5, nous avons montré ce qu'on appelle panoramique des événements et des tentatives de conversion de l'autorité. La campagne donc électorale de 2025 s'est caractérisée par une compétition intense, visant donc à convertir différentes formes d'autorité sociale en capital politique, puis en suffrages électoraux. Dans un contexte de défiance envers les institutions formelles et de lassitude vis-à-vis des acteurs politiques traditionnels, la capacité des candidats à mobiliser des autorités préexistantes, traditionnelles, religieuses, économiques, symboliques ou administratives, est apparue comme un enjeu central de la conquête du pouvoir. En un, on va donc parler de la conversion de l'autorité traditionnelle et religieuse. L'une des dimensions les plus visibles de la campagne a été la mobilisation systématique des autorités traditionnelles et religieuses. Les candidats ont multiplié les visites de courtoisie auprès des chefs de village, de quartier et de canton, ainsi qu'auprès des dignitaires religieux, imams, pasteurs et évêques, reconnus comme des garants de la cohésion sociale et de la paix communautaire. Officiellement, ces rencontres donc donnaient lieu à des appels consensuels à la non-violence et à la préservation de la stabilité nationale. Toutefois, dans les faits, les bénédictions, les prières publiques ou les recommandations implicites à voter pour la paix ou pour la continuité ont souvent été interprétées par les populations comme des formes de soutien politique. Ces visites ont été fréquemment accompagnées de dons matériels, moulins à grains, ambulances, équipements scolaires, financement de mosquées ou d'églises, inscrivant donc ces gestes dans une logique de réciprocité symbolique, sinon clientélaire. En deux, donc, il y a la conversion de l'autorité économique. La campagne de 2025 a également mis en lumière l'importance donc de l'autorité économique comme levier de mobilisation électorale dans les zones de production cacaoyère, il faut le dire, la zone de Soubré que nous avons citée,
c'est donc la zone, j'allais dire la boucle du cacao de la Côte d'Ivoire. Par exemple, les promesses de revalorisation des prix, d'accès facile aux intrants agricoles ou d'amélioration des infrastructures rurales ont donc fortement structuré les discours de campagne. Au-delà des promesses programmatiques, la simple présence physique d'un candidat ou de son représentant a parfois suffi à produire un effet politique, notamment lorsque celui-ci était perçu comme proche des circuits d'achat ou des centres de décision économique. Dans les espaces urbains, les petits commerçants des marchés, souvent organisés en syndicats ou en associations, ont constitué des relais d'influence déterminants, capables donc d'orienter les comportements électoraux au sein de syndicats sociaux de proximité. À Bergerville, par exemple, qui est même notre terrain, nous avons rencontré c'est comme ça on les appelle entre parenthèses, au lieu de dire syndicaliste, ils disent un syndicat. Donc le président du syndicat, nous l'avons rencontré, nous avons échangé avec lui. Et lui, dans sa logique, nous disait comme ça que lui, il est le relais de son parti politique, mais en réalité, au-delà même de son parti politique, comme beaucoup de jeunes se reconnaissent en lui, parce que ce n'est pas seulement les membres de son parti politique qui sont ses syndiqués, les gens, automatiquement, comme ils n'ont pas de candidats qui sont représentés pour l'élection présidentielle, se reconnaissent définitivement en lui. Et ils viennent à ses rencontres et ils lui ont assuré leur soutien lors des votes. Il y a donc la conversion de l'autorité de la rue, que nous avons qualifiée de la rue, et des espaces numériques. Donc, un autre terrain majeur de la conversion de l'autorité a été celui de la rue et des réseaux sociaux. Les leaders de mouvements sociaux, les figures associatives, les influenceurs digitaux et les artistes populaires ont fait l'objet d'une attention soutenue de la part des équipes de campagne. Les meetings politiques ont fréquemment intégré des concerts et des prestations artistiques, brouillant la frontière entre mobilisation politique et divertissement populaire. Parallèlement, les campagnes numériques ont cherché à créer et à animer des communautés en ligne mobilisables, notamment parmi les jeunes urbains. Ces espaces numériques sont devenus des lieux de production, de récits politiques, de diffusion de slogans et parfois de désinformation, contribuant à redéfinir les formes contemporaines de l'engagement électoral. Le quatrième point, le cas spécifique du pouvoir sortant, la conversion de l'autorité administrative. Pour le pouvoir sortant, et en particulier pour Alassane Ouattara, dans l'hypothèse de son maintien ou de son influence déterminante, la conversion de l'autorité administrative en soutien politique a constitué un levier stratégique essentiel. L'État, à travers ses institutions et ses représentants, est apparu comme un acteur central de la campagne. L'inauguration durant la période électorale de grands projets d'infrastructures, ponts, autoroutes, stades, équipements publics visait donc à matérialiser le bilan du régime et à incarner la continuité de l'action gouvernementale. Ces mises en scène de l'action publique ont cherché à transformer l'autorité administrative et technocratique en légitimité électorale, en rappelant aux populations les bénéfices tangibles du pouvoir en place. En 6, la réception de l'élection par les Ivoiriens entre espoir, cynisme et peur. Les entretiens de terrain menés au cours de la séquence électorale ont mis en évidence des attitudes contrastées au sein de la population ivoirienne. Loin d'un clivage binaire entre adhésion et rejet, la réception de l'élection de 2025 oscille entre peur de l'instabilité, désir de changement inassouvi et profonde défiance entre les institutions. Petit 1 donc, la peur de l'instabilité.
un puissant facteur de modération politique. La mémoire des violences politiques passées, crise militaro-politique de 2002, crise post-électorale de 2010-2011, troubles liés au scrutin de 2020, demeure profondément ancrée dans les imaginaires sociaux. Cette mémoire traumatique a constitué un puissant facteur de modération des comportements politiques. Pour bon nombre d'enquêtés qui ont souvent exprimé, j'allais dire, parfois avec résignation, une préférence pour la paix et la stabilité, même au prix d'un mécontentement persistant concernant les conditions de vie, le chômage ou les inégalités sociales. Cette disposition à accepter un statu quo jugé imparfait apparaît comme une stratégie de survie politique et sociale. Le camp au pouvoir a su donc exploiter habilement cette peur diffuse du chaos en mobilisant un discours sécuritaire et en se présentant comme le rempart contre un retour aux violences du passé. Deuxième, le désir de changement et la lassitude générationnelle. Ici, parallèlement à cette recherche de stabilité, l'enquête révèle un fort désir de changement, particulièrement marqué chez les jeunes de moins de 30 ans, qui constituent pourtant la majorité démographique du pays. Cette catégorie exprime une lassitude prononcée vis-à-vis de la classe politique traditionnelle, perçue comme vieillissante, déconnectée et incapable de renouveler ses pratiques. Si ces jeunes se montrent réceptifs au discours de rupture, de moralisation de la vie publique et de justice sociale, ils demeurent profondément sceptiques quant à la capacité réelle des acteurs politiques à transformer ces promesses en actions concrètes. Ce scepticisme s'est souvent traduit sur le terrain par un refus assumé de participer au vote, l'abstention apparaissant comme une forme de protestation silencieuse autant qu'un aveu d'impuissance politique. En trois, la défiance généralisée envers les institutions électorales. Un autre trait saillant de la réception populaire du scrutin est la défiance généralisée envers les institutions chargées de son organisation et de sa régulation. La Commission électorale indépendante, CEI. La justice et les médias publics sont fréquemment perçus comme partiaux ou instrumentalisés par le pouvoir. Cette méfiance structurelle a alimenté l'idée largement répandue d'un résultat connu d'avance, contribuant à la démobilisation électorale et à la banalisation du scrutin comme simple formalité institutionnelle. Dans ce contexte, l'élection apparaît moins comme un moment de choix souverain que comme un rituel politique vidé de sa capacité mobilisatrice. En dernier point, nous avons parlé de l'adoubement du vainqueur. Même si cela continue encore, nous avons trouvé utile de parler de ce point. L'adoubement final du vainqueur de l'élection de 2025 a largement dépassé le cadre strictement juridique de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Il s'est appuyé sur plusieurs piliers complémentaires. Le premier fut la reconnaissance internationale rapide. Les félicitations adressées par les grandes puissances partenaires, telles que la France et les États-Unis, ainsi que par les organisations régionales et sous-régionales, la CEDEAO, l'Union africaine, ont joué un rôle déterminant dans la légitimation du résultat. Cette reconnaissance externe a contribué à décourager toute contestation massive et à stabiliser la situation politique à court terme. Le second pilier réside dans la soumission calculée d'une partie des candidats vaincus.
Si certains acteurs, notamment parmi les candidats rejetés, ont dénoncé une mascarade électorale ou une victoire anticonstitutionnelle et qualifié le scrutin d'anticonstitutionnel, d'autres ont rapidement reconnu les résultats, allant jusqu'à féliciter le vainqueur avant même la fin de la proclamation officielle par la CEI. Je ne parle même pas du Conseil constitutionnel. Cette attitude pragmatique a permis d'éviter une impasse politique potentiellement dangereuse. Enfin, le discours du vainqueur, centré sur l'unité nationale, la paix et la réconciliation, a achevé de consacrer cet adoubement symbolique. Toutefois, au-delà des mots, cette reconnaissance marque surtout l'ouverture d'un nouveau cycle de consolidation du pouvoir dont les contours restent incertains. Que retenir donc de cette élection de 2025 en guise de conclusion? L'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire s'inscrit clairement dans la continuité d'un cycle politique marqué par la récurrence des mêmes figures, la persistance d'un potentiel de violence et des interrogations récurrentes sur la légitimité du pouvoir issu des urnes. Toutefois, elle révèle également des dynamiques nouvelles qui méritent une attention particulière. D'une part, l'usure progressive du pouvoir d'Alassane Ouattara, que nous avons analysé à travers le concept de zombification, traduit une domination institutionnelle toujours effective, mais politiquement fragilisée, en déficit de récit mobilisateur. D'autre part, la montée d'un désir de changement, porté par de nouvelles voix et amplifié par les espaces numériques, témoigne d'une transformation lente mais réelle des attentes sociales et politiques. L'enquête menée sur des terrains diversifiés montre que le comportement électoral ivoirien demeure tiraillé entre des logiques communautaires persistantes, la peur du chaos et une défiance profonde envers les institutions. Les acteurs politiques ont su donc jouer sur l'ensemble de ces registres, cherchant à convertir toutes les formes d'autorité traditionnelles, économiques, sociales, administratives en capital électoral. En définitive, l'adoubement du vainqueur apparaît moins comme une célébration démocratique que comme un moment de respiration collective, un retour provisoire à un équilibre précaire. La légitimation du président élu en 2025 restera étroitement conditionnée à sa capacité à répondre aux attentes socio-économiques d'une jeunesse nombreuse et impatiente, à gérer l'héritage et l'influence persistante des grandes figures de l'héritage politique récente, Bédié et Gbagbo, et à engager une réforme profonde et crédible des institutions électorales afin de restaurer la confiance citoyenne. L'élection de 2025 n'a donc pas refermé un chapitre de l'histoire politique ivoirienne. Elle en a ouvert un autre, tout aussi incertain, dans lequel la quête d'impact politique stable, inclusif et durable demeure l'enjeu fondamental pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Messieurs et mesdames, je suis à la fin de cette présentation. Je voudrais remercier Rémi et Pietro qui m'ont guidé dans cette présentation. Je pense que je peux me tromper sur certaines choses, mais sur le terrain, voilà ce que nous avons pour leur recueil. Je vous remercie. Merci à toi, Yassin. Merci Le beaucoup. micro n'est pas activé, prof. Était activé. Je disais, là, ça va. Là, Oui, vous ça va. m'entendez? Ah, ça va, oui. Oui, Je oui. disais, On vous attend, que même si professeur. on est loin, voilà, même si on est loin, on applaudit quand même.
Hein? Bon, moi, je suis loin, mais j'applaudis. J'applaudis du Congo. Voilà. Hmm. Il y a un bouton OK. pour le faire. Ah, OK. Nous, on est un peu dépassés, hein. Bon, moi, j'ai pas envie d'appuyer des boutons pour éviter de bloquer, comment, de mon côté. Bon, on fait comme d'habitude, hein. Donc, on prend un premier temps pour des questions d'éclaircissement et après, on rentrera dans des questions, en fait, d'autres types, méthodologiques ou de relations avec le projet Electa. Donc, d'abord, pour l'instant, est-ce qu'il y a des gens qui veulent des éclaircissements? Alors, dans la salle, vous savez comment ça se passe, hein. Devant le, vous allez devant comment on appelle? Devant l'ordinateur et vous intervenez. Alors, vous qui êtes en ligne, vous faites comme Pietro, vous levez la main. Donc, on privilégie pour l'instant la salle s'il y a des questions. MC Oui, Ariel. il y a une question. OK. Bonjour, merci pour votre présentation. À un moment, vous avez parlé du rôle des élites dans une des communes où vous avez fait l'enquête. Est-ce que c'est un peu comme au Cameroun où il y a une forme d'évergétisme des élites en échange de potentiels votes? J'ai pas saisi le début de la question. À un moment, vous avez parlé d'une commune où vous avez fait une enquête et vous avez parlé du rôle des élites. Mais du coup, je voulais savoir si c'est un peu comme au Cameroun où les élites ont un peu un rôle d'évergète pour inciter les communautés locales à voter dans leur sens. Explicite un peu évergétisme, parce que c'est vous qui avez utilisé le terme, un terme, voilà. Donc l'évergétisme, c'est vraiment le notable qui offre à la population ou des réjouissances ou des monuments, mais à partir de ses, a priori, de sa fortune personnelle. Voilà. Bon, Mais pour je l'instant, suis peut-être pas au Cameroun. Je peux répondre en même temps? Non, tu attends, tu prends cette question autour des évergètes et maintenant, est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Non, pas pour l'instant. Ok. Donc, Pietro maintenant, alors. Oui. Il est passé où? Oui, Pietro. vous m'entendez? Oui, Vous oui, m'entendez? oui. Ok. Oui, c'est bon. Excusez-moi, je suis en dehors de la maison. Et, non, moi, je voulais demander à Yassa. C'était très intéressant d'entendre un peu la fin, pas toute la présentation, et merci naturellement. Mais ma question concerne un peu si, à son avis, Ouattara a effectivement été adoubé par les Ivoiriens. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que notre guerre électorale est conclue à ce moment? C'est d'ailleurs la question qu'on se pose sans arrêt pour dire si on va clôturer notre enquête ou pas. Donc, je voulais savoir s'il a un avis là-dessus, si on peut déjà le dire ou pas encore. Pietro, c'est un peu difficile de t'attendre, donc il faut répéter la question à Ah, haute voix. pardon, vous m'entendez, hein? Oui, oui, j'attends maintenant. Euh, En fait, je voulais te demander, Yacine, si tu penses que on peut dire que Ouattara a été adoubé par les Ivoiriens. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que les gens se sont mis, enfin, se sont ont décidé de accepter ces résultats électoraux? Est-ce que on peut considérer que la guerre électorale est arrêtée? D'accord? Prof, on ne vous entend pas. Le micro n'est pas activé. Oui. Ah, ben donc, à un moment, il se coupe tout seul le micro. Bon, donc, Yacine, tu as deux questions. Et donc, Oui. si tu peux répondre rapidement pour qu'on puisse se passer à une deuxième série de questions. À toi. Oui, je suis peut-être pas au Cameroun, mais
je pense que ce parallèle-là, il existe un peu partout en Afrique. Et en Côte d'Ivoire, il est vraiment réel. On se base sur une communauté et même pour choses comme on appelle pour l'élection présidentielle, tous les ministres ou bien ceux qui dirigent les campagnes du candidat en question, ils sont envoyés dans leur région parce qu'ils sont de cette région-là, ils représentent la communauté. Je donne un exemple palpable qui s'est passé, et comme c'était sur les réseaux sociaux, comme nous avons dit sur les réseaux sociaux et même dans les journaux, comme nous avons dit, nous avons utilisé tous ces éléments-là pour la méthodologie. Il y a l'ex-premier ministre qui est bien connu, Achille Patrick, qui est même allé dans sa communauté, aller battre la campagne. Il est à Thiers, donc il allait à Zopé, où il allait battre la campagne. Il se disait, quand il parlait, il disait carrément que si vous les attiez, vous ne voulez pas m'aider à mettre Ouattara au pouvoir, si vous ne votez pas Ouattara, et il sera, tout compte fait, il sera élu. Il sera élu et il sera donc président et vous n'aurez rien. Et vous n'aurez rien. Donc voilà un peu cette communauté. Mais quand ils arrivent, c'est pour s'assurer donc du soutien de la communauté, ils vont directement rencontrer les leaders communautaires. Les leaders communautaires, les chefs de canton, les chefs de village, les chefs de famille, c'est tout cela qu'ils convoquent d'abord avant de rencontrer le peuple entier. Donc, on pourrait peut-être mettre un parallèle, mais moi, je pense que c'est un phénomène de nation qui n'est pas encore, comment on appelle, réel. Donc, les gens se basent sur leur communauté pour être à la tête du pays. Le président Ouattara ne dira pas le contraire parce que sa communauté, la communauté malinquée, j'allais dire, c'est quelque chose de méchant, entre guillemets, de ne pas soutenir, être malinqué et ne pas soutenir le président Ouattara. Vous êtes automatiquement mal vu dans votre région. En ville, à Abidjan, dans la mégapole, Abidjan, on peut tolérer cela, mais à Korogo, c'est quand même inadmissible. Donc, ce phénomène-là, il demeure encore. Ce n'est pas seulement le cas de Ouattara seul, hein, c'est à tous les candidats, j'allais dire tous les Ivoiriens qui aspirent. Donc, cela vient donc depuis 1990. Parce qu'en 90, quand le multipartisme arrive, on assiste donc à la clanisation du débat politique. Et donc, chaque parti est adossé à une région, à une ethnie. De sorte que tu t'appelles Blé, moi je suis Bété. Si je m'appelle Blé, si automatiquement je m'auto-proclame RHDP, je dis que je suis Ashma, c'était RDA, je suis partisan de Ouattara, mais je suis très mal vu. Donc c'est une réalité africaine qui mérite d'être corrigée. Voilà. Oui, mais la question c'était, est-ce que quand ils vont comme ça, hein, ils offrent des choses à leur communauté? Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand vous prenez par exemple Azopé, l'exemple que j'ai pris. Pardon, attends, 2 secondes. Elle voulait réagir encore là. D'accord. Ariel, elle voulait réagir, c'est ça? Ariel? Non. Non, parce que j'ai cru entendre parler derrière. Non, c'était pas ça. C'est pas depuis la salle. Ah, c'est pas là, depuis la salle. OK. Bon, excuse-moi. Donc, je disais que forcément, sa communauté obtient grandes choses, beaucoup de choses. Par exemple, Achille Patrick qui représente Alassane Ouattara dans sa campagne, qui est donc, j'allais dire même le directeur de campagne nationale, s'est rendu chez lui, mais avant cela, il a bitumé pratiquement toute la région. Donc, ces communautés-là obtiennent véritablement des choses. Mais ici, non seulement qu'elles obtiennent quelque chose, mais c'est méchant, mais c'est la condition, c'est une condition. C'est pourquoi dans les élections locales, vous m'entendez?
Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et Vous m'entendez? moi, j'entends Moi, bien. j'entends. Oui. Oui. Dans les, La salle. dans Et les, la salle. ouais, dans les élections locales, par exemple, je veux dire le maire ou le conseil régional, la campagne, c'est malheureux, mais c'est ce qui est dit. La campagne est basée sur cela. Le Achille dira, par exemple, quand vous ne votez, si vous ne votez pas, si Ouattara n'a pas un bon score, si le maire qui vous a confié ici, si vous n'élisez pas ce maire-là, vous n'aurez rien. Et il y a des maires qui ont témoigné, parce que comment ça se passe? Quand les collectes sont faites, le budget, tout, on reverse au trésor et l'État finance donc les collectivités. Mais si, comment on appelle, le RADP qui est au pouvoir, si le maire, si votre région, votre communauté, si la communauté attire, chose qu'on appelle, qui a pour fils Achille Patrick, si cette communauté-là n'a pas pu voter un maire RADP, le développement s'arrête à ce niveau-là. Ils n'auront rien. Et c'est palpable, c'est factuel ici en Côte d'Ivoire. Donc, pour répondre à la question, oui, elles obtiennent des choses à l'issue donc de leur collaboration. Tu as la question bon? de... Oui, tu as la question de Pietro. Pietro. De Pietro. Oui, l'adoubement, je pense que y a un fait que je peux vraiment expliquer qui n'est pas rationnel. Qui n'est pas rationnel. Au-delà du rationnel, il y a certaines choses, par exemple, les prophéties. Je vais partir de là. En Côte d'Ivoire, ici, sur les élections, il y a eu tellement de prophéties et les Ivoiriens, finalement, ceux qui ont boycotté les élections, ont confié leur sort à Dieu. Parce que les prophéties révélaient que les élections n'auraient pas lieu et que Ouattara ne serait pas candidat, malgré tout ce qui se mettait en place. Ces prophéties-là révélaient cela. Donc, vu la faiblesse de leur système de boycott, comment on appelle, ces populations qui ont boycotté ces élections-là se résignent donc derrière ces prophéties-là. Ils n'ont donc pas le choix de voir en Ouattara quelqu'un qui a résisté contre les prophéties. Donc, parmi même ces personnes qui le décriaient, d'autres se sont ralliés. Mais est-ce que c'est un adoubement sincère? Quand j'ai parlé d'adoubement international, tout ça, bon, ça c'est des relations internationales. Mais cela renforce donc le pouvoir. Parce que après le résultat, même des gens attendaient, des questions se posaient parce que nous avons été sur le terrain. Les gens disaient, mais depuis là, on ne reconnaît pas son élection là, au niveau international. Donc, ça a renforcé cet adoubement quand les gens ont reconnu le pouvoir de Ouattara à l'international. Au niveau même des Ivoiriens, est-ce que c'est un adoubement, j'allais dire, sincère? Pour ses partisans, oui. Ils voient leur champion comme celui qui a vaincu tout le monde, comme celui qui prend une décision et qui va jusqu'au bout. Et comme un leader qui fait ce qu'il dit. Parce que nous avons recueilli certains verbatims qui énoncent cela. Mais au-delà de tout ça, il y a le mécanisme pour Ouattara pour se faire aimer. S'il y a la peur, le système d'emprisonnement. Même après les élections, ces emprisonnements continuaient. Donc, je ne dirais pas que c'est au niveau de toute la classe de la population, bien de toute la classe politique, c'est un adoubement sincère et sans discussion. Non. Il y a que les gens ont beaucoup peur de s'exprimer. Les gens ont beaucoup peur de dénoncer. On a pour preuve l'arrestation et le jugement d'un jeune homme qui était candidat à l'élection présidentielle, qui s'est fait nommer président de la jeunesse nationale. Mais ce jeune homme-là a dénoncé, après les élections bien sûr, au plateau, a dénoncé, filmé les mauvaises pratiques du ministère de la fonction publique quant à l'organisation des concours. Mais il a été arrêté.
il a été arrêté. Ceux qui l'applaudissaient, personne n'est sorti pour le soutenir. On a simplement dit, on te soutient sur les réseaux sociaux. Donc, il y a cette peur-là, et les gens ont peur, et les gens dénonçaient même l'attitude de l'enfant, d'aller dénoncer ces choses-là ouvertement. Je crois que son jugement s'est fait hier, le 26. Mais le jeune homme a persisté qu'il ne présentera aucune excuse et que si lui doit payer le prix, qu'il le payera. On l'a condamné 6 mois de sursis et je crois 15 jours ferme pour une amende d'1 million. Donc voilà. Et j'ai parcouru ce matin les réseaux sociaux pour voir ce que disent ses partisans. Mais les gens étaient fiers de son attitude, de son discours pendant qu'on le jugeait, tout ça, devant le procureur. Mais ils n'osent pas parler. Et d'autres même disaient, voilà un garçon courageux, il dit haut ce que les gens pensent bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont envie de parler, les gens ont envie de condamner toujours le quatrième mandat, à part l'opposition qui le dit ouvertement, mais qui ne pose pas d'action pour contrarier le pouvoir en place. Les gens font semblant d'adouber. Donc, d'une part, il y a une frange de population, parce que s'il gagne une élection, quoi qu'on dise, c'est qu'il a une certaine popularité. Il y a une certaine population qui l'adoube sans faille, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont obligés de l'adouber parce qu'ils ont peur de dénoncer au risque de se trouver en prison. Voilà ce que je voulais dire. OK. Bon alors, donc ici maintenant, on peut passer dans la deuxième phase. Alors, la première chose que je voudrais dire, bon, j'ai l'impression que, on peut le dire aussi par rapport à d'autres pays en Afrique. Alors, est-ce que tu peux nous préciser quand même, est-ce que ce qui a été fait pendant, dans les urnes, ou est-ce que c'est des résultats qui sont fabriqués ou pas? Alors, pourquoi je dis ça? C'est pour seulement savoir que si ces résultats... Bon, déjà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que ces résultats-là sont vraiment... on les respecte assez pour mettre en place, je veux dire, une politique ou même pour que une population se mobilise pour ça. C'est-à-dire que on a, dans ton exposé, il y a ce décalage que tu soulignes entre la désaffection populaire, donc le peuple dit ce qu'il veut d'une certaine manière, et ce pouvoir qui, malgré tout, je veux dire, se retrouve toujours conforté et dont le leader est toujours élu. Donc, on a presque l'impression que les résultats comment on appelle, à la soviétique, là, même s'ils sont réels, bon, s'ils sont réels, effectivement, ça va peut-être, alors, il faut le comprendre. Est-ce que la peur suffit? Est-ce que la peur suffit? Est-ce que ce que tu as dit, en plus de la peur, comment tu as dit ça? Tu as parlé de 3 choses là. Désir de changement. Alors, mais même quand tu dis désir de changement, tu dis en même temps lassitude. Donc, on suppose que ceux qui sont là n'ont pas voté. Alors, si tel est le cas, ça voudrait dire que, avec des résultats à la russe, alors, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de là, ou effectivement, ils sont peur. Et puis le dernier, c'est la défiance généralisée envers les. Alors, la défiance généralisée envers les institutions qui gèrent les élections semble plutôt dire que les résultats, les résultats qu'on trouve au bout sont, j'allais dire de manière triviale, fabriqués. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans notre réflexion, dans le cadre de l'État,
ben, tenant compte de ce fait, si les résultats sont fabriqués, alors comment on peut articuler toutes ces choses qui sont véritablement, qui sont réelles et pertinentes, hein? Des gens se mobilisent, hein, ces gens sont contre, des gens font des trucs, mais comment, en fait, malgré tout, durant ces élections, hein, en fait, où tu as dit à un moment, je crois, alors on sait toujours qu'il va gagner, hein, où malgré tout ce qu'on fait, il gagne, alors il gagne, et on lui dit tout le temps, on ne veut pas de toi. Mais il gagne. C'est ça. Et alors, c'est là, au bout du compte, la question de l'adoubement. Ah, et je pense la question de Pietro, c'était aussi, effectivement, il peut être reconnu internationalement, parce que alors là, le truc de la reconnaissance internationale, c'est très important, mais il faut aussi le voir de manière, comment je dirais ça, avec ce système qui est, en fait, ils disent on le reconnaît comme si c'était la règle de la majorité. C'est ça. Même eux-mêmes, ils savent qu'on reconnaît quelque chose qui ne fonctionne pas à la règle de la majorité, mais quelque chose qui fonctionne comme une mascarade de la règle de la majorité. Alors, mais sur quoi ça se base, tout ça, hein? Donc, c'était pour dire que il me semble que là, il y a un premier point important, hein, qu'il ne faut pas que souvent on oublie, hein, par rapport à ces résultats en Afrique, qui fait que souvent on a la même chose. C'est ça. Pardon, j'avais pas vu ce que voilà, et témoins élevés. Donc voilà, tu vois. Donc d'après ce que dit Alban, finalement à la russe, ça devient seulement mythique, parce que même Poutine lui-même, il fait plus des scores aussi élevés. Oui, voilà. Il fait plus ce score. Voilà. Hein. Alors, ça, c'était le premier. Alors, je ne sais pas si autour de cette histoire de ces chiffres, hein, et comment, hein, parce que ce que j'ai toujours dit, hein, dans la deuxième séquence, hein, que tu as abordé aussi, hein, de vote, ce que nous on met ensemble, c'est d'un côté ce qu'il y a au moment de l'ouverture de la campagne électorale, tu en as parlé, jusqu'au moment de la proclamation des résultats. Hein? Et c'est aussi toutes ces dynamiques qui sont en branle là-dedans. Et alors, donc là, tu parlais de ces dynamiques de conversion des autorités. Alors, je laisse d'abord là s'il y a des discussions, hein, ou des questions, mais assez rapides. Et puis après, je viendrai à un autre point d'éclaircissement par rapport à cette conversion des autorités. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir d'abord autour de ces résultats, où il y a ce hiatus qu'on a tout le temps. Hein, on a l'impression que le peuple veut toujours autre chose et que, au bout du compte, on retrouve toujours les chefs, le même chef. S'il y a quelqu'un qui veut réagir ou pas, par rapport à la compréhension. Je voulais dire quelque chose. Vas-y, oui. Par rapport au résultat, là, au résultat. Professeur, je voulais vraiment dire quelque chose, hein, qui est très important. Vous savez, nos leaders, surtout les présidents africains, notamment en Côte d'Ivoire, Alassane a saisi l'esprit des Ivoiriens. C'est en fait la corruption. La corruption. Donc, de toutes les instances, il met des individus qui sont capables de faire n'importe quoi pourvu qu'ils soient élus. Et ça se voit partout dans toutes les instances. C'est pourquoi, effectivement, en Côte d'Ivoire, dans toutes les sociétés d'État, vous voyez, ou bien dans les entreprises de grande envergure, on fait des détournements, on fait des nominations à la haute pièce, et on fait des détournements, et comme pour les récompenser, on leur fait changer de structure, et non pour les corriger. Vous comprenez? Donc, ces individus à la tête, c'est lui, le président, qui nomme le président de la CEI.
Donc, les jeux sont déjà pipés dès le départ. Moi, j'ai été dans les bureaux de vote, on ne peut pas me raconter. J'étais sur le terrain le jour de vote. J'ai parcouru à Benjerville plus de 14 bureaux de vote. Mais jusqu'à 14 heures, il n'y avait pas d'influence. Il n'y avait pas d'influence. Dans certains bureaux de vote qui tournaient autour de 430, 435 dans les bureaux de vote, jusqu'à 14 heures, on avait 10, 15 dans ces bureaux de vote. Et j'ai parcouru ces bureaux de vote jusqu'à 18 heures. Donc, les gens venaient voter, comment on appelle, à compte-gouttes. Mais dans une école primaire où je suis parti, des représentants de la CEI, on n'a peut-être pas filmé parce qu'on a été interrompu par chose comme on appelle la gendarmerie. Mais des gens remplissaient les bureaux de vote, au-delà même de 18 heures. Donc, ce sont des résultats, pour dire en un mot, ce sont des résultats fabriqués. Et il y a eu un scandale avant même la sortie, avant même la proclamation des résultats. Il y a eu un scandale. Le taux de participation, comme on appelle, un média ivoirien en ligne, très sérieux, qui a publié les résultats des élections par inadvertance. Donc, c'est dire qu'il y a un laboratoire de fabrication de chiffres en amont. Sinon, il ne peut pas gagner une élection. Par exemple, en 2020, quand nous prenons 2020, où il gagne une élection avec 14 ou 97%, mais c'est scandaleux parce qu'il n'y a pas eu d'élection pratiquement dans beaucoup de villes en Côte d'Ivoire. Et là où il y a eu des élections, mais c'est de façon vraiment difficile parce que les gens avaient peur d'aller sur le terrain. Tu vois, donc, ce sont des résultats à la soviète, ça, je confirme. Oui, tu vois, Hyacinthe, c'est un peu la difficulté avec ce programme électoral où on essaie de distinguer élection et vote. Tu vois, alors, quand on se laisse aller, et là, par exemple, quand tu te laisses aller, tu dis, il ne peut pas être élu comme ça. Alors, en fait, il est élu comme ça, malgré le fait que le vote était au vu et au su de tout le monde, malgré le fait que le vote ait été truqué. Donc la question maintenant, c'est de comprendre quand même qu'est-ce qui fait qu'au-delà de la violence seulement, des gouvernés consentent, les Ivoiriens consentent. Voilà, c'est ça, me semble-t-il, partout, tout le monde sait. Voilà, tout le monde sait que c'est. Voilà. Et c'est là où je vais en venir au deuxième point qui était, bon, en mon sens, c'était très, très pertinent quand tu parlais des conversions des autorités. Alors, mais en fait, ça donnait des idées. Et puis, alors, quelque part, quand tu parlais des autorités, alors, conversion des autorités, en fait, tu as décrit, je pense que nous, on n'est pas encore arrivé là, mais il faut qu'on essaie de s'inspirer de là. C'est-à-dire que tu décris des mécanismes de captation des autorités immanentes par des personnes qui sont déjà en train de convertir une des autorités. C'est-à-dire que quand, par exemple, Alassane va voir des autorités traditionnelles ou religieuses, en fait, là, on a l'impression que c'est l'autorité technocratique, du savoir. On l'a perdu, hein? Moi, je n'entends plus rien. Pietro, tu es là? Oui, moi je suis là, Yassine, j'ai perdu les autres. Qu'est-ce qui se passe? Rémi, On a perdu Rémi. sa connexion. On a perdu Rémi, ouais.
Ouais, il a un problème de connexion apparemment. Ouais, il est vraiment sorti de la réunion là. Attendons 3 minutes, peut-être qu'il va revenir. Voyons un peu. Sinon, on va continuer. Il ne revient plus, hein. Pietro, je pense que Oui, oui, Ariel. en attendant que le prof puisse se reconnecter, s'il y a des questions, peuvent être posées. Comme ça, ça nous permet de gagner du temps. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir au niveau de la salle ou les autres qui sont en ligne? Après, Moi, c'est pas écoutez, moi, forcément je les voulais poser questions une aussi. question un Quelqu'un peu peut technique envoyer. à, je voulais poser une question que- un peu technique à Yacinthe. Enfin, technique. Oui, si quelqu'un Comment peut ça- aussi apporter un éclairci, c'est bon. Ok. euh, Ils étaient tranquilles, ils étaient ouverts à part. Juste pour savoir, ça c'est une question que je t'aurais posée en privé pour voir un peu, faire un bilan de l'enquête. Mais vu qu'on est là, En attendant, moi, j'ai une petite question. Oui, c'est ce qu'on veut. Il faut y aller. C'était au niveau de l'analyse, donc par rapport à l'approche euh, narrative. Vous avez évoqué à un moment la notion de zombification du technocrate. Oui. Euh, Enfin, il me semble que dans cette formulation, on a au moins deux intrigues. Il y a celle du zombie et celle du technocrate. Et je parviens pas à saisir la nuance entre les deux. Est-ce que c'est, est-ce que vous le percevez de la même manière que moi, enfin, surtout en rapport avec la zombification, est-ce que, tel que vous l'évoquez, Il n'y a pas beaucoup de ça points fait là-bas. référence Viens, au papa. corps de celui qui présentifie Papa, un la peu là. collectivité qui s'affaiblit, ou alors vous faites référence à à la longévité seulement au pouvoir, ou alors à la longévité politique, quand vous parlez de zombification. Mais ouais, je pense qu'on peut pas séparer les deux. La longévité politique et lui-même sa longévité. Je pense que ici, la zombification dont on a parlé, c'est cela. Et aujourd'hui, il met encore, je dis n'importe quoi, hein, il est en train de mettre en place tout un système. Aujourd'hui, il y a un poste de vice-premier ministre qu'il crée. Donc, il met en place des structures pour solidifier son pouvoir. Et cela amène même déjà à prédire 2030. Mm. Les analystes ont commencé à déjà
dire que le monsieur se projette dans l'avenir. Donc, la zombification, il y a cette longévité que je veux faire ressortir de son pouvoir. De son pouvoir. Vous comprenez? Il va, jusqu'en 2030, rien ne sera étonnant que M. Ouattara dise qu'il est candidat. À moins qu'il prépare déjà un successeur. Voilà. C'est ce que je voulais dire à ce niveau. D'accord. On a carrément perdu Rémi, hein? Oui, on dirait qu'ils ne sont plus là. Et, Le Congo, j'essayais de l'appeler. le Ouais, Congo le Congo, doit c'est la période. renouer avec la modernité. Ouais. Moi, dans plein de pays d'Afrique, j'ai eu une meilleure connexion qu'en Europe, que chez moi. Mais là, au Congo, Waouh! évidemment, ils n'ont pas encore fait le pas. Je Et chez vais toi, essayer c'est de où? l'appeler. Chez toi, c'est où? Moi, j'ai eu dans toute l'Afrique australe, on va à l'Afrique du Sud, vraiment, mais même au Zimbabwe, franchement, ça marche très bien. En tout cas, Et en Côte d'Ivoire, la connexion marche très bien. je sais parce qu'ils vous ont installé des antennes pour Oui, les chez nous connexions ici, on mobiles installe même récemment. dans les villages. Dans mon Ouais, village, les antennes y sont installées, donc la connexion, ça va. À part quelques pannes qui sont, mais vraiment, ça va. ouais. J'essaie d'appeler Rémi, donnez-moi un instant. Si j'arrive à le joindre pour lui demander s'il va nous. Ouais. Eh, Ariel, excuse-moi, est-ce que tu peux essayer de lui passer un coup de fil à Rémi parce que moi je peux pas, je suis connecté à la réunion avec mon téléphone et ça me permet pas de passer des appels en même temps. Je viens de l'avoir au téléphone. Il va se reconnecter là. Ok. Mm. Et est-ce que tu as, vu qu'on est là, est-ce que tu as des autres observations, Hyacinthe, à propos de la méthode, de comment ça s'est passé avec la plateforme? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire mieux, à ton avis? Pedro, tu disais? Je voulais te demander si tu avais des remarques ou des questions à propos de comment ça s'était passé avec la. Au niveau de la méthode, je sens un bruit là, donc. Allô? Et tu m'entends, vous m'entendez? Allô? On t'entend, Hyacinthe. Hein. Oui. On vous entend, Ok, ok. Hyacinthe, pardon. Et juste pour savoir si à niveau de l'enquête, du fonctionnement technique de l'enquête, si tu avais des remarques, des questions. Ah, le prof est revenu. Ouais, du coup, de ça, Oui, on pourra oui. parler après, Hyacinthe. Non, mais je ne sais pas où j'en étais, hein, mais bon, mais c'était seulement par rapport à ce que je trouvais intéressant, hein, c'était par rapport à la conversion des formes immanentes d'autorité sociale. Hein. Alors, donc, ce que je voulais dire, Hyacinthe, ce que tu as pointé, hein, c'était des visites ou des demandes de participation ou d'échange euh, euh, et d'échange de bons procédés entre des possesseurs ou des incarnants d'autorité sociale et celui qui, en fait, euh, incarne déjà ou présentifie déjà des formes d'autorité sociale en voie de conversion. Donc, ce que je voulais dire et que je trouvais intéressant, c'est par exemple ces visites
d'un technocrate, donc en l'occurrence par exemple Ouattara, hein, à des religieux. Hein, et ces religieux font des recommandations pour lui. Hein. Donc là, en fait, il y a quelque chose, là, ce qui est au niveau de la conversion, hein, c'est au niveau de la conversion du savoir hein, en gouvernement social, de gouvernement social en gouvernement politique. Mais lui, quand il devient un gouvernement politique, en fait, à ce moment-là, hein, il a des alliances à partir desquelles il essaie de capter peut-être hein, des autres formes d'autorité qui existaient. Alors donc là, c'est pour ça que je trouvais que ce qui était intéressant, c'est quand tu parlais par exemple de la captation de ce que tu appelais des autorités traditionnelles. Alors donc là, il faudrait voir aussi ce que tu mets dedans. Hein. Alors donc et des autorités religieuses, donc c'est le sacré, et ce que tu disais aussi du côté économique. Alors et à ce moment-là, je disais il y a une des formes d'autorité que tu as évoqué là, hein, que nous, on n'évoque pas, c'est celui que tu dis de la rue et des réseaux sociaux. Voilà, ça, c'est une forme que, bon, nous, jusque-là, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Alors, donc, sur quoi ça repose? Qui sont ces personnages hein, qui présentifient ces formes d'autorité-là? Hein? Est-ce que elles sont tellement particulières ou on peut essayer de les interpréter aussi par rapport aux formes que nous avons déjà identifiées? Voilà. Hein? Est-ce que c'est particulier? Voilà. Donc ça, c'était une des questions. Hein. Donc ce que je disais, ce qui était intéressant dans l'exposé, c'est que on commençait à rentrer un peu dans la machine de la conversion. Mais ici, dans le sens de la captation par celui qui, en fait, présentifie les formes d'autorité immanente en voie de conversion, qui, en fait, d'une certaine manière, a construit des espèces d'alliances avec des personnes qui présentifient des formes de manière, et ces formes-là, dans leur dimension purement sociale, j'allais dire. Voilà. Donc ça, je dis que c'est aussi une voie à creuser. Alors, l'autre que je trouvais aussi intéressant, c'est par rapport à ce que je présentais une fois que j'appelais les éligibles. Hein. C'est-à-dire ces personnes autour desquelles la compétition se cristallise. Hein, mais de manière sérieuse, mais pas seulement de manière comme une mascarade. Et alors, ce qui était intéressant, quand tu as commencé, tu parlais d'un face-à-face. Finalement, on a l'impression, hein, et quand tu parles de l'histoire aussi, c'est peut-être ça, on a un face-à-face qui n'est pas vraiment un face-à-face. On a un face, mais l'autre qui est en face, hein, il n'est pas vraiment là, il va être exclu de présentation, hein, de candidature. Que ce soit Babo, oui, de candidature, que ce soit machin. Mais tout le monde sait qu'il y a des choses qui se jouent autour d'eux. Quand même, ce qu'ils représentent, il faut quand même les capter. Hein. Quand tu parles de Yopougon, c'est pas pour rien aussi. Parce que Yopougon, c'est Babo d'une certaine manière. Et quand tu parles aussi peut-être de ce que je te disais de préciser donc de ces autorités de la rue, hein, je suppose, et puis tu en as parlé, hein, c'est ces assemblées debout en fait quelque part. Et tout ça c'est quand même Babo, hein, l'époque de Babo. Hein. Donc en fait tu as des éligibles dont la force est là puisque ça irrigue cette totalité politique, mais qui n'ont pas comment
qui n'ont pas voix au chapitre, qui n'ont pas voix à être candidat. Et peut-être que là, c'est vrai que cette différence entre candidat et éligible, hein, et l'éligible et le candidat est éligible, bien entendu, hein, mais il ne faut pas réduire, il me semble que là, c'est très clair qu'il ne faut pas réduire le candidat à l'éligible. Hein. Et ce qui est intéressant, qui fait aussi que finalement, parfois les petits candidats là, hein, avec ce système qui a exclu les autres éligibles, ce petit candidat acquiert parfois même une forme de reconnaissance de l'appareil qui, en fait, parfois, qui devient un éligible un peu problématique pour le pouvoir. Alors, je ne sais pas en Côte d'Ivoire si c'est le cas, mais au Cameroun, par exemple, il y a eu le cas de Chiroma qui, en fait, vient à la place des Camto ou des autres, ce qu'on appelait les vrais éligibles, qui ont été exclus. Mais quand on a fini euh, toutes les procédures de vote, il apparaît comme il n'apparaît plus simplement comme une marionnette. Hein, alors, et on voit que même ce jeu-là pour le pouvoir est parfois dangereux, grosso modo. Hein. Donc c'est pour ça. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu, par exemple, un cas comme ça où un des candidats, qui a priori on pouvait penser que ce n'est qu'une marionnette, et au moment de l'adoubement ou au moment ou même avant même qu'on proclame des résultats, où il commence à faire du bruit et on a l'impression que même autour de lui, c'est pas qu'on a seulement l'impression, et qu'autour de lui, en fait, se cristallise quelque chose. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Mais au Cameroun, par exemple, il y a eu des cas comme ça. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des choses comme ça? Voilà. Oui, Là, tu j'ai as rebondi par là. Voilà. Vas-y. Parce que là, tu as. Je vais commencer par là. Oui, en Côte d'Ivoire, pendant les élections, il y a eu un candidat qui, lui, était député à l'Assemblée nationale et c'était pratiquement le seul député qui rendait compte sur son compte Facebook, YouTube, qui rendait compte à la population et qui parlait des lois qu'il introduisait à l'Assemblée nationale. Il s'est fait une image, il s'est fait un nom. Il s'appelait Assalé Tiemoko. Il avait vraiment convaincu une frange de la jeunesse ivoirienne. Il a multiplié les meetings qui étaient bondés de monde dans des salles comme dans des espaces ouverts. Il s'appelait donc Assalé. Donc l'espoir était porté sur Assalé. Assalé menait une pré-campagne avant même qu'on ne sélectionne les candidatures. Il drainait le monde. Il partait de cours en cours aujourd'hui à Abidjan, à l'intérieur. Il parcourait les villes. Donc, il avait acquis cette reconnaissance-là du peuple qui voyait en Thibaut leur représentant. Celui-là, là où les gens sont brimés, là où les gens perdaient leur terrain, comment on appelle, au niveau foncier, où il y a eu un scandale d'un individu qui s'accaparait des terrains des populations ivoiriennes. C'était le seul qui avait levé la voix et c'était le seul qui avait publié le résultat parce qu'à l'origine, il est journaliste d'investigation. Donc, ça lui a valu une cote de popularité. Malheureusement, sa candidature a été rejetée. Pour, je crois, insuffisance de parrainage, alors que lui-même avait déjà dit qu'il avait eu tous ses parrainages. Donc, il y a eu ce couac-là, mais malheureusement, il a été écarté de la liste des candidats. Donc, effectivement, Assalé est prometteur. Et jusqu'à présent, il fait son petit bonhomme de chemin. Maintenant, au niveau des réseaux sociaux dont j'ai parlé pratiquement, j'ai dit, non, mais avant d'en arriver aux réseaux sociaux, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des espaces dans les rues
les Agora et autres, qui n'existent plus au temps de Ouattara. Non, cela existe, mais cela existe sous autre forme. Il faut dire qu'ici, les gens se calquent, les gens se miment. Il y a une sorte de parlement et agora qui se sont créés sous Ouattara qu'on appelle les grains. Et ça se trouve dans pratiquement tous les quartiers d'Abidjan, et même à l'intérieur, où se développent les idées politiques, où se développe, comme on appelle, le soutien de M. Ouattara. C'est ce fait-là que je voulais signaler. Maintenant, au niveau des réseaux sociaux, effectivement, j'en ai parlé, mais c'est toute une équipe qui se met en place à travers l'organisation même des panels pour véhiculer le message du président Ouattara. Il y a de l'autre côté l'opposition qui crée aussi ces panels. Donc, il y a cette confrontation médiatique à travers les réseaux sociaux qui, pour moi, est vraiment très important dans ces élections-là, Donc, j'en ai parlé, j'en ai dit, les auteurs, il y a des jeunes qui deviennent des leaders, mais qui sont financés par des partis politiques. Ils sont financés par des partis politiques. Et il arrive des fois même que quand ces jeunes-là n'ont pas leur argent, leur paye, leur salaire, mais ils en parlent sur les réseaux sociaux. Ils dénoncent cela. Dès lors qu'on leur donne l'argent, ils rentrent dans leur campagne de sensibilisation, j'allais dire de propagande. Donc, c'est cela que je voulais faire ressortir. Et je trouve ça vraiment important. Ok. Bon, merci beaucoup, Hyacinthe, parce que le maître du temps, Ariel, nous a dit qu'il restait que 3 minutes. Et voilà. Mais vraiment, merci beaucoup. Et merci à tous les participants. Et donc, la semaine prochaine, ce sera sur le Cameroun. C'est ça, hein? Voilà. Et donc, le Cameroun, et donc bon. le jour, là, je vais faire ma programmation pour que j'assiste à cela. Parce que le Cameroun, avec la zombification, ça peut être très intéressant. Voilà. Si, voilà. Mais c'est mardi prochain. Mais Pietro va envoyer l'annonce. Comme d'habitude, l'annonce. Les liens restent toujours le même. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci à tous. Ariel, excuse-moi, oublie pas de couper. Oui, je le ferai, Pietro. Je vais enregistrer. L'enregistrement, s'il te plaît, avant de quitter la séance. Oui, je le ferai dans l'iCloud. Ok. Parce que là, c'est important. Ok. Oui. Ciao. Non, mais coupez l'enregistrement, arrêtez l'enregistrement. Là, après, moi, je vais m'en occuper de le mettre en ligne. Ne t'inquiète pas pour ça. Ok. Voilà.